Le Fil Info. Ici Zach Langlois et voici votre fil d'actualité de l'Association des radios communautaires de l'Ouest et des Territoires. La Saskatchewan crée de nouvelles places dans les refuges à Saskatoon et à Regina. Le gouvernement de la Saskatchewan finance la création de nouvelles places permanentes dans les refuges d'urgence, tant dans la capitale provinciale qu'à Saskatoon. Cette initiative se fait en collaboration avec le YWCA de Regina et l'organisme à but non lucratif de Mustard Seeds. Selon un communiqué publié mardi, un investissement de 40,2 millions de dollars durant les 2 prochaines années sera déployé afin de créer 155 nouvelles places dans des logements supervisés, 120 nouvelles places dans des refuges d'urgence permanents. Cette initiative va contribuer également à la création de 30 nouvelles places dans des refuges d'urgence pour les personnes ayant des besoins complexes. À Regina, les nouvelles places seront utilisées dans le bâtiment du YWCA situé au cœur de la ville. Ces espaces seront réservés notamment aux femmes, aux familles et aux personnes non-binaires selon l'organisation. En ce qui concerne la ville des Ponts, l'organisme de Mustard Seed prévoit l'ouverture d'un premier refuge au début du printemps, suivi par l'inauguration d'un second à l'automne 2024. Selon l'organisme, les discussions sont en cours avec la province afin de définir les emplacements des refuges et leur capacité d'accueil. D'après la province, les 2 organisations caritatives assureront des services d'hébergement d'urgence tout en facilitant l'orientation des bénéficiaires vers les programmes et les services du gouvernement et des organismes communautaires. Des travaux sont en cours avec les villes de Regina et de Saskatoon qui sont en train de déterminer les emplacements appropriés pour les refuges d'urgence prévus, souligne le communiqué. Lundi, la province et la ville de Regina ont annoncé un investissement de 300 000 $ pour l'organisme de bienfaisance Carmichael Outreach afin qu'ils ouvrent une halte chaleur d'urgence à Regina pour offrir un refuge contre le froid aux itinérants. Intersection de Carberry. La famille d'une victime réclame des changements rapides. Le gouvernement du Manitoba a publié lundi un rapport établissant des recommandations pour assurer la sécurité routière à l'intersection de l'autoroute transcanadienne et de l'autoroute 5. Après cette publication, la famille de l'une des victimes de l'accident survenu en juin dernier réclame des changements rapides. La mère d'Adrienne Zurba, Claudia, fait partie des 17 personnes qui ont perdu la vie dans cet accident. Le rapport provincial propose 3 solutions pour assurer la sécurité routière à cette intersection, dont l'installation d'un rond-point et un demi-tour ou l'élargissement du terre-plein. Des experts estiment que l'ajout d'un demi-tour serait la meilleure option pour assurer la sécurité routière à cet endroit. C'est d'ailleurs cette proposition qui a retenu l'attention d'Adrienne Zurba. Les sœurs de Madame Zurba ont cependant des réactions partagées face à ce rapport. L'une d'entre elles, Valérie Owen, a suivi l'annonce en ligne. Elle dit qu'elle espérait avoir une solution plus substantielle, telle qu'une intersection complètement contrôlée par des feux de signalisation. Valérie Owen s'inquiète également du temps que cela va prendre pour voir les résultats de ces changements. La province a octroyé une somme de 12 millions de dollars pour mener des travaux d'amélioration à cette intersection. Selon Lisa Naylor, la ministre du Transport et de l'Infrastructure du Manitoba, les travaux devraient commencer en 2025 et s'achever en 2026. Le maire de Dauphin, David Boziak, se réjouit des recommandations qui ont été faites et admire la manière dont la province a géré la situation en informant les familles à l'avance. Le gouvernement provincial a aussi pris contact avec des membres de la communauté au sujet d'initiatives locales visant à créer un monument commémoratif à la mémoire des victimes de l'accident. Le démantèlement du 8e et dernier campement de personnes sans abri qui fait l'objet d'une injonction d'urgence a commencé mardi matin à Edmonton. Malgré un recours en justice intenté par la Coalition for Justice and Human Rights, soit la Coalition pour la justice et les droits de la personne, le campement situé à l'angle de la rue 95 et de la route Rowland dans le quartier de Boyle Street est en voie d'être évacué par les services de police d'Edmonton. La Coalition for Justice and Human Rights, un organisme qui défend les droits des personnes en situation d'itinérance, a échoué dans sa plus récente tentative de faire cesser le démantèlement des campements mardi. Le groupe allègue que la ville et le service de police d'Edmonton n'ont pas respecté l'injonction du tribunal au cours des opérations d'évacuation des campements. Selon le groupe, les autorités municipales ne se sont pas assurées qu'il y avait suffisamment de places d'hébergement pour accueillir les personnes expulsées des campements. La coalition soutient également que la ville s'appuie sur des estimations provinciales concernant la capacité d'accueil d'Edmonton et que ces rapports ne reflètent pas avec
avec précision le nombre de lits d'urgence disponibles. En revanche, lors d'une conférence de presse tenue mardi, le chef adjoint du service de police d'Edmonton, Warren Drychol, a indiqué que la police est activement en discussion avec les responsables des centres d'hébergement de la ville. Mercredi et jeudi, la ville d'Edmonton se rendra au tribunal pour répondre à la plainte déposée par la Coalition for Justice and Human Rights. Le groupe affirme que la ville voit les droits garantis par la Charte des droits et libertés des personnes qui se réfugient dans des campements. Dans un communiqué de presse publié mardi après-midi, le gouvernement de l'Alberta a annoncé l'ouverture de places supplémentaires dans des refuges destinés spécifiquement aux personnes autochtones et aux femmes sans domicile fixe. Des tempêtes frappent la Colombie-Britannique. Des rafales de 100 km/h, des vagues déferlantes et d'importantes chutes de neige ont provoqué des fermetures de routes, de pannes d'électricité, des annulations de traversiers et des avis d'avalanche en Colombie-Britannique. Des alertes de vent ont été en vigueur mardi pour l'ouest de l'île de Vancouver, le Grand Victoria et la région sud des îles Golfe. En journée, la ville de Calwood et le district d'Oak Bay sur l'île de Vancouver ont fermé des sentiers et des routes en raison des conditions météorologiques. Par ailleurs, des pannes de courant ont touché plus de 16 000 foyers sur l'île de Vancouver et les îles Golfe, notamment le matin. 3 écoles du district de Sauk ont même dû fermer en raison des pannes. BC Ferries a aussi été obligé d'annuler les traversiers de 7 et 9 heures entre Sarwasen et Swartz Bay à cause de puissants vents dans la mer de Salish. Un avertissement de tempête hivernale pour la Coquihalla entre Hope et Merritt a été lancé par Environnement Canada qui prévoit de 20 à 30 cm de neige supplémentaires sur cette route dans la nuit de mardi à mercredi. Des chutes de neige de 10 cm sont prévues dans les régions de Kootenay, de Columbia-Ouest et Nord, ainsi que dans le secteur du parc Manning. Avalanche Canada fait état des conditions très dangereuses en haute montagne dans le sud-ouest de la Colombie-Britannique, notamment dans l'arrière-pays de Whistler et dans le sud-est des Rocheuses canadiennes. Un avertissement de poussée d'air arctique est en vigueur jusqu'à la fin de la semaine sur la côte nord et la côte centrale de la province. Environnement Canada prévoit un refroidissement éolien intense de -20 à -30. Des feux hibernants sont en activité au territoire du Nord-Ouest après une saison record d'incendies de forêt, mais ces feux qui brûlent dans le sol, explique un analyste, ne posent pas de danger pour le moment, même en hiver. La présence de fumée à travers la neige et la glace était ainsi bien visible en décembre le long des routes du Slave Sud, près des communautés d'Enterprise et de Fort Smith, une région très touchée par les incendies de l'été dernier. Cependant, l'analyste de la science du feu Quinn Barber de Ressources naturelles Canada se veut rassurant, même si ces feux ont l'air effrayants quand ils brûlent, même en hiver. D'après Quinn Barber, les tendances météorologiques à travers le monde auront une incidence sur la saison des feux 2024. Pour le moment, il est encore trop tôt pour tirer des conclusions. Selon M. Barber, il y aurait davantage de feux hibernants au territoire du Nord-Ouest à l'heure actuelle, mais il y a peu de données historiques sur ce phénomène dans la région. Les territoires du Nord-Ouest sont aussi plus propices à ce genre de feu en raison de leur forte présence de tourbières et d'humus dans les sols des environs qui nourrissent ces feux hibernants. Quinn Barber explique que le combat entre ces feux en hiver n'est pas non plus chose facile. Ils sont difficiles à atteindre. Pour les éteindre, il faut creuser non seulement dans les manteaux neigeux, mais aussi dans le sol et les éteindre à la source. Une tâche difficile et ardue pour les équipes de pompiers, même si le feu est relativement petit, c'est pourquoi la meilleure approche est de les surveiller. Le territoire peut aussi compter sur 9 tours d'incendie équipées de caméras à 360 degrés qui permettent une détection précoce des incendies et de 3 tours gardées par des employés. Ottawa promet plus de 27 millions de dollars pour le logement au Nunavut. De passage à Iqaluit au début de l'année 2024, le ministre fédéral des Affaires intergouvernementales de l'infrastructure et des collectivités, Sean Fraser, a annoncé vendredi un financement de plus de 27 millions de dollars sur 3 ans pour les logements au Nunavut. Selon le ministre, l'enveloppe servira à accélérer la construction de 459 logements à travers le territoire, dont 160 dans la capitale territoriale. La ville d'Iqaluit recevra également une somme de 8,9 millions de dollars à travers le fonds pour accélérer la construction de logements grâce à une entente avec Ottawa. Le financement vise surtout à réduire les formalités administratives qui ralentissent la construction de logements dans la municipalité, notamment en allégeant des exigences pour les stationnements, en augmentant les limites permises sur la hauteur de certains types de bâtiments et en simplifiant les processus de demande d'aménagement. En conférence de presse, le ministre responsable de la Société d'habitation du Nunavut, Lorne Kuzugak, a salué l'investissement fédéral.
fédéral. Au Nunavut, nous avons besoin d'autant de financement que possible, a-t-il souligné. Nous avons hâte de faire d'autres annonces de ce genre afin de garantir que tous les Nunavummiut aient les conditions nécessaires pour avoir un logement, ce que mentionne Lorne Kuzugak. L'annonce de financement survient un peu plus d'1 mois après la publication du rapport de la défenseure fédérale du logement, Marie-Josée Hull, qui a conclu que la crise du logement au Nunavut et au Nunasiavut dans le nord du Labrador est telle que les droits de la personne des Inuits sont transgressés. En octobre 2022, le gouvernement du Nunavut a promis de construire 3000 nouveaux logements à travers le territoire d'ici 2030, mais l'ensemble du financement nécessaire pour mener le projet à terme demeure incertain. Le porte-parole de la Société d'habitation du Nunavut, Ciara Leblanc, soutient que les cibles définies pour les premières années de la stratégie Nunavut 3000 ont été atteintes par des investissements du gouvernement du Nunavut, précisément 80 millions de dollars en 2023-2024 et 50 millions de dollars en 2024-2025. Le fil sportif. L'équipe féminine de basketball de l'Université de la Saskatchewan, toujours invaincue. L'équipe féminine de basketball des Huskies de l'Université de la Saskatchewan reste invaincue depuis le début de sa saison. Les Saskatchewanaises figurent d'ailleurs au premier rang de l'Ouest canadien et au deuxième rang à l'échelle nationale, derrière l'équipe de l'Université de Carleton. En 2020, les Huskies ont remporté le titre national, alors qu'en 2023, elles ont été éliminées en demi-finale. Carly Alstrom soutient que les joueuses se servent de cette défaite pour propulser leur performance. Les Huskies de l'Université de la Saskatchewan tenteront de poursuivre leur séquence victorieuse le 12 janvier, alors qu'elles affronteront les Heat de l'Okanagan de l'Université de la Colombie-Britannique. Un organisme facilite la pratique du hockey pour les jeunes. La 31e saison de la Ligue de hockey extérieur de l'organisme Ranch Earlo à Regina a débuté samedi après-midi en mettant les jeunes au cœur de ses activités. À cette occasion, une cinquantaine de jeunes ont pris d'assaut la patinoire extérieure Grassic pour s'adonner au hockey. La Ligue a pour objectif de rendre accessible la pratique du hockey aux jeunes de la communauté en leur offrant des sessions gratuites. De plus, tous les joueurs participant au programme bénéficient d'un temps de glace équitable, quel que soit leur niveau. Les Jets l'emportent sur les Coyotes et prolongent leur séquence. Mark Scheifele a marqué 2 buts, Connor Leboeck a bloqué 15 tirs et les Jets de Winnipeg ont battu les Coyotes 6-2 dimanche à Tampa, en Arizona. Cette victoire leur permet de prolonger à 12 leur séquence de match avec au moins 1 point. Les Jets ont accordé moins de 4 buts pour un 29e match de suite. Un record d'équipe, la formation mène la Ligue avec 56 points. Vladislav Namestnikov, Cole Perfetti et Adam Laurie ainsi que Nikolai Heller ont réussi les buts des Jets qui ont gagné un 6e match d'affilée. Du côté des Coyotes, Nick Schmaltz et Dylan Gunter ont touché la cible alors que Karel Vejmelka a stoppé 29 lancers. Le championnat national de patinage artistique débute à Calgary. Des athlètes de patinage artistique de partout au pays sont à Calgary cette semaine du 8 au 14 janvier dans le cadre des championnats nationaux à l'Arena WinSports. Les championnats nationaux canadiens de patinage regroupent de nombreuses épreuves telles le patinage de couple, simple, féminin et masculin, la danse sur glace et le patinage synchronisé. Chacune de ces compétitions est proposée au niveau junior et senior. D'après Patinage Canada, 300 patineurs et patineuses tenteront de se tailler une place au sein de l'équipe nationale. En plus de se disputer le titre de champion canadien, les équipes sélectionnées pourront ainsi participer au circuit des championnats du monde en 2024. McLeod Bethel Thompson sera le nouveau quart partant des Elks. Les Elks ont annoncé dimanche la signature du vétéran carrière McLeod Bethel Thompson. L'ancien des Argonauts de Toronto s'est entendu avec Edmonton sur les termes d'un contrat d'1 an. Le quart de 35 ans a passé la dernière saison avec les Breakers de la Nouvelle-Orléans dans la Ligue de football des États-Unis. En 10 rencontres, il a amassé des gains aériens de 2433 verges, un sommet dans la Ligue. Dans la Ligue canadienne de football, Bethel Thompson a passé 5 saisons avec les Argonauts de Toronto entre 2017 et 2022. En 74 rencontres, il a complété 70 passes de toucher et cumulé des gains de 13 261 verges. Il a remporté 2 fois la Coupe Grey. Ce fil d'actualité est produit par l'ARCO en collaboration avec Boréal FM en Alberta. Ce projet est financé par Patrimoine canadien.